Déjà, c'est le moindre des choses. Bonjour. Alors, déjà, moi, il y a une chose qui me fascine, c'est comment on devient metteur en scène. Parce que c'est ton premier film, j'allais dire de fiction, sans compter le court-métrage. Comment on devient metteur en scène quand on n'est pas le fils de Cécile B2000? C'est une volonté d'enfance ou ça vient progressivement par rapport à d'autres choses? Oui, non, c'est très, enfin, dans mon cas en tout cas, c'est très progressif. Il y a eu plusieurs étapes. Je crois que j'ai toujours voulu écrire. Ouais. Donc c'est venu de là, c'est venu d'abord d'un désir d'écrire des histoires, raconter des histoires. Ça, c'est ce qui m'a poussé à passer le concours de la FEMIS. Donc je l'ai passé en scénario pour écrire écrire des scénarios. Et j'ai fait ça pendant toute l'école. Et en fait, c'est la FEMIS qui... Enfin, moi, la réalisation, j'avais l'impression que c'était un truc qui était très compliqué. Toute l'image que j'avais de la réalisation, de la mise en scène, c'était les making-of des films américains, où on voit des types avec des grues, des animatroniques géants, des espèces de requins en plastique. Et on se dit, ouais, c'est quoi ce truc de dingue? Il y a 10 000 techniciens, des ingénieurs dans tous les sens, je comprends rien. En fait, c'est très simple. Enfin, il faut que ce soit simple, la mise en scène. Et il faut qu'il y ait une idée, une intention, et ensuite on essaie de l'irriguer, de nourrir les spécialistes, les techniciens avec ça, et que tout le monde fasse le même film. C'est ça le principe de la mise en scène. Et du coup, ça, moi je l'ai découvert à 11 ans, la FEMIS, justement, parce qu'il y a cette première année où c'est un peu un tronc commun. On passe tous aux différents postes, et on est tour à tour chef-op, ingénieur du son des films des autres. Et en découvrant tous ces métiers-là, le montage, l'image, le son, la production, déjà ça désinhibe parce qu'on se rend compte que c'est des métiers qui sont compréhensibles. Et on voit qu'effectivement c'est le film qui importe, quoi. C'est la direction qui est donnée, c'est ça qui fait que le film se tient. Enfin, c'est pas parce qu'il y a une multitude de talents épars, c'est que chacun fait son boulot dans son coin. Il faut au contraire qu'on se batte tous pour la même raison. Donc du coup ça m'a donné envie de faire un film. J'ai fait du coup un court-métrage en parallèle de l'école, ça c'était en 2010, et je suis sorti en 2011 de la FEMIS au moment où mon court-métrage passait en festival. Et en fait Paris-Shanghai, c'est ça? Voilà, Paris-Shanghai. Et ça s'est passé comme ça, c'est-à-dire que le film a été vu par des producteurs, certains m'ont appelé, il y en a un avec qui je me suis bien entendu, et on a décidé de passer au long. Et la FEMIS, il y a tout un mythe autour de la FEMIS, espèce d'ENA, des machins. C'est vrai, il y a une espèce de groupe on est de la FEMIS comme on est d'ailleurs. Ou alors finalement c'est une école comme un autre et on n'a pas vraiment de tronc commun avec les autres membres de la FEMIS. Ou il y a une marque quand même de fabrique. Ce qui est super, c'est que... Notamment dans l'écriture, on disait qu'il y a une marque de FEMIS. De la FEMIS au niveau de l'écriture, c'est vrai ou pas ça? Non, ça je crois pas trop. Non, parce que finalement on voit pas le rapport entre toi et puis certains de tes prédécesseurs. Non, je pense pas du tout. Mais non, ce qui est sûr, c'est que c'est des promos qui sont faites pour qu'on puisse faire des films ensemble. C'est-à-dire, on peut complètement on est 6 par département, et vu qu'il y a un département scénario, un département réalisation, montage, production, son, image, décor, script, on peut quasiment déjà faire un film ensemble. Donc l'idée c'est ça, c'est de créer des collaborations horizontales. Après ça n'empêche pas qu'on travaille aussi avec, c'est pas une secte, on travaille avec d'autres gens. Moi je travaille avec mon frère en l'occurrence. Mais justement c'est assez particulier de travailler avec son frère. Et David lui il a fait Louis Lumière, c'est une autre école. Son équipe image c'est lui qui l'a choisi. Moi de la FEMIS, il y a mon producteur qui l'a fait bien avant moi. On a le même âge mais il l'a fait avant. Il y a ma co-scénariste, Claude, qui était en scénario avec moi, et mon monteur. Et le reste de l'équipe, c'est d'autres personnes qu'on a rencontrées après, donc c'est pas sectaire du tout. Et ce qui n'est pas sectaire non plus chez toi, c'est de passer par avant de passer par la fiction, sans parler du documentaire, il y a aussi le documentaire sur la Tunisie. Tu as besoin de ça ou c'est le hasard sur la Tunisie? Tu n'as pas fait un truc sur Ben Ali? Non. Ah, je croyais. Non, c'est pas un documentaire, c'est un scénario. Ah, je l'ai pas vu, c'est pour ça. Ah, c'est un scénario de film. C'est un scénario de. En fait, Parce que je l'ai pas vu, donc. C'est normal, il n'est pas encore fait. Oui. Ah, d'accord, ça sera pas un... Non, il se tourne, je crois, en automne. Ça sera un documentaire. Ça sera pas un documentaire, ça sera un long métrage. De fiction. Voilà. Puis alors, on passe vraiment d'un sujet à l'autre, là. Oui, après, ça dépend des. Enfin, quand on travaille comme scénariste, ça dépend du réalisateur. Ouais. Voilà. C'est le réalisateur, de toute façon, il faut aller chercher les éléments dans ce que lui il a à dire, quoi. Tu as besoin un peu
n'as pas besoin forcément de réaliser quand tu fais un scénario. Ça te plaît de proposer un scénario comme ça à quelqu'un d'autre avec... C'est jamais des propositions. J'ai jamais eu l'occasion de proposer un scénario à quelqu'un. En revanche, c'est des commandes, tu veux dire, c'est des gens qui viennent te voir. C'est plutôt des réalisateurs qui sollicitent ou qui me demandent voilà, un avis ou qui veulent qu'on travaille ensemble. Mais c'est très important parce que c'est pas du tout la même démarche en fait. Écrire un film pour soi, écrire pour les autres, c'est pas du tout le même rapport ni à l'écriture ni au cinéma. Il y a être au service du projet de quelqu'un d'autre, ça veut dire garder aussi une distance par rapport à ce qu'on fait. Elle est nécessaire cette distance parce qu'on travaille sur de la structure, sur de la caractérisation, il faut toujours faire des allers-retours, dézoomer, alors que quand on écrit pour soi, il faut au contraire être dans un truc où à un moment on arrête de douter, constamment sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est efficace ou ceci ou cela. Il faut se battre pour garder ses convictions et les imprimer sur l'écran. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'au bout d'un moment, quand j'écris pour moi, j'ai besoin d'écrire avec ma co-scénariste, parce qu'il y a un moment pour qu'elle puisse prendre aussi en charge les questionnements, les doutes, alors que moi je suis en train d'enfoncer mes clous en disant c'est ça et c'est cette scène. Voilà. Et la genèse des combattants donc La genèse des combattants, c'est... L'idée vient progressivement, elle vient d'un seul coup. Non, c'est une scène que tu as envie de développer. Alors, en fait, à l'origine des films que je fais généralement, il y a je dis généralement, j'en ai fait que deux, mais il y a des scènes qui existent un peu indépendamment de tout, qui sont un peu qui sont là à la base. Donc celles-là, je les écris, ces scènes-là, c'est un peu, j'appelle ça des scènes matrices, parce qu'elles contiennent un peu l'univers du film, puis son ton, aussi le rapport entre les personnages. Mais je ne sais pas exactement forcément tout ce qu'elles racontent, quelle place elles occuperont dans le récit. Donc j'écris ces scènes, et elles sont importantes parce que dans ce grand truc d'écriture et de réécriture qui peut durer très longtemps, il y a un moment où, quand on est un peu en panne, que le désir est en train de s'éparpiller, on revient à ces scènes-là et on se souvient que oui, c'est ce truc-là, c'est cet objet que je veux fabriquer. Du coup, voilà, il y a ces scènes-là. Et après, sur l'idée elle-même, il est venu plein de choses, mais un des déclics, ça a été ma passion pour les émissions de survie sur la TNT. Voilà, parce que j'étais en train de terminer un court-métrage, je rentrais assez tard le soir chez moi. Et du coup, j'ai allumé la télé, je tombais sur ces émissions un peu marrantes, un peu dérisoires, quoi. Où on voit des types qui se font balancer aux quatre coins du monde et qui essaient de survivre avec un couteau. Et moi, je trouve ça assez fascinant, en fait, parce que je trouve qu'il y a une démarche qui est un peu suicidaire là-dedans. Donc ton film, il y a une base, il y a aussi de l'ironie? Non, c'est pas ironie justement. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez suicidaire dans la démarche, mais aussi quelque chose d'hyper existentiel et de très beau, quoi, parce que ça veut dire la vie, ça me suffit pas, quoi. La vie, ça me suffit pas. Je cherche quelque chose de plus intense. Et finalement, la question, c'est étrange comme conception, mais ça signifie que la survie, c'est supérieur à la vie. Et ça, je trouve qu'il y a un truc qui est très contemporain là-dedans, parce que ça veut dire qu'il nous manque quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui n'est pas accompli. Si revenir à l'état de survie, c'est un progrès par rapport à la vie. Donc c'est sans ironie, c'est juste qu'il y a quelque chose là-dedans qui est à la fois contradictoire et assez, à mon avis, représentatif de l'ère dans laquelle on est. Et du coup, ça a donné naissance au personnage de Madeleine, quoi. Le personnage de Madeleine, bizarrement, j'ai beaucoup pensé à The Road. Tu sais, à la route. J'ai l'impression qu'elle est dans une espèce de pré-situation. Elle rêve à The Road et tout ça. Est-ce que ça t'est venu à l'esprit, toi, ou pas? The Road, en tout cas, le livre, je l'avais beaucoup aimé. Parce qu'on a l'impression qu'elle est en train de se préparer à vivre ça, quoi. Ah oui, mais c'est exactement ça. Je pense qu'elle est dans un... En tout cas, elle a trouvé une belle façon de se couper du monde, je crois. Et oui, à quoi de mieux que de penser que le monde court à sa perte, qu'il va falloir se débrouiller absolument sans rien. Et sans rien, ça veut dire d'abord sans les autres. Ce qui est un peu différent de The Road, parce que là, The Road, c'est d'abord l'histoire d'un sacrifice pour quelqu'un. Elle est vraiment dans une démarche qui est consommation, quoi. Elle se consume, elle se consomme dans un effort physique intense, dans l'espoir qu'un jour ces compétences puissent être mises en pratique, parce que le monde finira. C'est une perspective qui est assez tragique et en même temps qui est assez burlesque, parce que du coup ça la met dans des situations qui sont drôles, quoi, qui sont complètement décalées, qui sont maladroites. Et
et du coup, puis elle a un tas de choses à apprendre. C'est aussi c'est une comédie d'apprentissage, les combattants. Et du coup, ce qui est intéressant avec un personnage comme ça qui a décidé de se couper du monde, c'est que tout est à réapprendre. Du coup, ça laisse une grosse marge de progression pour le personnage. Et puis ça offre pas mal de difficultés pour ceux qui veulent s'en approcher, parce que c'est le cas d'Arnaud. Et tu as déjà rencontré des gens qui sont dans cette démarche-là ou c'est, il y en a plein. Les stages. Mais toi, personnellement, oui, bien sûr. Ouais. Alors déjà, il y a les stages de survie, c'est un truc qui se développe à mort. C'est une activité qui est de plus en plus courue. Après, la façon dont elle s'y prépare, c'est en partant dans l'armée faire un stage d'été dans l'armée, chez les paras. C'est un stage que j'ai fait pour écrire le film. Ouais. Mon producteur m'a dit si tu veux parler de ça, autant y aller. Et je suis parti, j'ai fait le stage qu'ils font dans le film en fait. Tu es au Premier Dragon là? Non, j'étais pas dans ce régiment-là, j'étais dans un régiment de cavalerie qui depuis d'ailleurs a fermé. Il s'est pas remis de ton passage ou... Non, c'est le moment où les régiments ont disparu. C'est la crise. Et du coup, non, c'était intéressant de voir que autant les recruteurs, parce que c'est des stages qui ont quand même pour but de faire du recrutement, arrivent avec, je pense, de très bonnes intentions. Ils sont là pour recruter, donc ils ont des valeurs à transmettre, qui sont des valeurs collectives, d'appartenance à quelque chose, à une communauté, de défense des valeurs. Et face à eux, il y a des jeunes qui arrivent avec une démarche complètement différente, qui veulent apprendre, qui veulent jouer à la guerre, qui veulent qui veulent ramper dans la boue et se débrouiller, dormir dans les bois sous des bâches, etc. Donc il y avait quelque chose d'assez proche en fait avec le récit que j'étais en train d'écrire. Et de faire de ton personnage principal féminin, on parlera du personnage masculin voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout une marginale. On n'est pas dans le Santoine-Illois de Varda, parce qu'on s'aperçoit qu'elle est dans une certaine aisance sociale, disons qu'elle fait partie au minimum de la petite bourgeoisie. C'était volontaire de ne pas la déconnecter de la vie sociale. Elle se déconnecte tout seul finalement de cette vie-là. Oui, c'est assez différent effectivement de Santoine-Illois, parce que dans Santoine-Illois, elle rejette absolument tout. Madeleine, je pense qu'elle est plutôt dans une bulle, dans une espèce de bulle de fiction en fait. Elle est dans un espèce d'imaginaire, d'imaginaire guerrier, d'imaginaire apocalyptique. Elle vit dans un film catastrophe. Du coup, c'est assez différent. Et en même temps, il y a des passerelles, je crois, entre les deux films. Effectivement, du coup, ça la rend aussi assez inadaptée au monde, ça la rend assez critique sur le monde. Moi, ce que je trouve intéressant chez Madeleine, ce que je voulais trouver, c'était un équilibre entre un personnage qui est à la fois très rationnel et très irrationnel. C'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça qui me la rend attachante, parce qu'elle est à la fois capable de produire vraiment un discours sur le monde. Elle a fait des études, elle a un master en macroéconomie, elle comprend les grandes forces du... C'est très drôle quand tu as dit comment t'es musclé, parce que j'ai fait des études il y a une espèce de dichotomie entre ce qu'elle voudrait représenter. Oui, absolument. Et il y a ce truc-là, il y a cette espèce de détermination qui est due à quelque chose de construire, un discours, une compréhension du monde, une démarche qu'elle a faite. Et de l'autre côté, il y a quelque chose d'hyper irrationnel, de très angoissé en fait, qui appartient à son temps, ce qui appartient à toute cette génération qui grandit avec un message qui est quand même généralement assez noir, où on passe quand même beaucoup de temps à s'entendre dire que les horizons sont bouchés, qu'il n'y aura pas du travail pour tout le monde, qu'il faut fermer les frontières, que ceci... Il y a un truc qui est assez angoissant, assez anxiogène dans l'époque aujourd'hui. Voire millénariste, presque. Oui, voire millénariste. Du coup, je trouvais ça intéressant qu'elle ait ces deux facettes-là, parce que du coup, ça la rend aussi complexe et je trouve plus vrai en fait. Parce que sinon, juste regarder un personnage sectaire et qui est simplement qui souffre de sa folie, c'est pas très intéressant. Je trouve que c'est intéressant quand on a un personnage qui est en résistance. Je te remercie beaucoup. Un beau mot.